Merci de nous rejoindre sur Radio Guinée. Voici le titre de Guinée Soir. L'exploitation artisanale de l'or au centre d'une journée nationale à Cancan ce lundi. Les acteurs du secteur sont exposés à une insécurité. Les orpailleurs ont perdu 8 milliards 941 millions 250 000 francs par l'effet des hommes armés. 11 cas d'assassinat sur ainsi braquage ont été enregistrés. Justement, le chef de l'État entend lui organiser ce secteur pourvoyeur de l'économie nationale. On en parle tout à l'heure. Des journalistes guinéens réclament justice un an après la mort de Mohamed Koula Diallo, tué par balle au siège de l'UFDG. Ils ont organisé ce lundi une marche pacifique à Conakry. Une nouvelle force pour sécuriser le Sahel verra bientôt le jour. C'est l'une des recommandations du G5 Sahel qui vient de s'achever au Mali. Le G5 Sahel n'entend que le feu vert de l'ONU pour mettre en place cette force. Ailleurs dans le monde, François Fillon, le candidat de la droite à la présidentielle française, a présenté ses excuses ce lundi aux Français. Il a reconnu avoir commis une erreur en embauchant sa femme comme collaboratrice parlementaire. Voilà pour les titres de ce Guinée Soir que je vous présente. Makeme Bamba, Mohamed Touré, Fatmata Binta Diallo nous accompagne à la technique. Vous êtes les bienvenus. Merci d'être avec nous. D'abord, ce décret PRGS-GG portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le président de la République décrète. Article 1er, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le jeudi 9 février 2017 à l'initiative du président de la République autour de l'ordre du jour suivant. Projet de loi portant amendement des dispositions de la loi organique numéro L-2010-001-CNT du 24 mai 2010 portant code électoral. Projet de loi portant code des collectivités locales en République de Guinée. Projet de loi organique relatif au Haut Conseil des collectivités locales. Projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Projet de loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Projet de loi portant autorisation de ratification des résolutions 612 et 613 du Conseil d'administration de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement relative à la souscription de la République de Guinée à l'augmentation du capital de la BIRD. Article 2. La présente session extraordinaire sera cause d'épuisement de l'ordre du jour et par décret. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de la date d'ouverture de la session extraordinaire sera enregistré et publié au journal officiel. Conakry le 6 février 2017, professeur Alpha Akondé. Aujourd'hui en titre, le chef de l'État a présidé ce lundi à Cancan la journée nationale des orpailleurs. Cette activité est pratiquée par des milliers de personnes en Haute-Guinée, mais le secteur manque encore d'une organisation pouvant créer des richesses pour le développement durable. Bangali Kondé. À l'entame de cette rencontre, les zones aurifères de la Haute-Guinée ont à tour de rôle présenté les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Au nombre de ces difficultés, l'insécurité et le manque de banques commerciales pour leurs différentes transactions. Aboubakar Doumbouya, porte-parole des orpailleurs de Sigiri. Du 8 mars 2010 au 18 janvier 2014, les orpailleurs ont perdu 8 milliards 941 millions 250 000 francs par l'effet des hommes armés. De 2014 à 2016, 11 cas d'assassinat sur ainsi braquage ont été enregistrés à Sigiri. Malgré toutes ces difficultés, l'orpaillage constitue efficacement au développement
économique par la construction des infrastructures. Avec la nouvelle politique de l'organisation de l'orpaillage par la parcellisation coupement des orpailleurs, nous espérons que nos conditions de travail vont s'améliorer et les conflits entre les communautés vont diminuer pour une meilleure rentabilité. Depuis plus d'un an, le ministère des Mines et de la Géologie travaille avec les orpailleurs dans le but de réglementer le secteur. Les autorités guinéennes sont conscientes de l'apport des orpailleurs au développement du pays. Abdoulaye Magasuba. En 2016, l'orpaillage a permis à la Guinée d'engranger 304 millions de dollars de recettes d'exportation en devises avec une production de plus de 12 tonnes équivalent à la production industrielle du pays. C'est donc conscient de cette importance du secteur et des défis qu'il assaille. Quelques réponses aux nombreux défis du secteur ont été apportées à travers les dispositions du Code minier de 2013 qui fixe le cadre légal de l'exploitation artisanale de l'or. Le président de la République s'est engagé à accompagner les orpailleurs, non seulement à travers la Banque nationale de développement, mais aussi en mettant à leur disposition un fonds de roulement. Il a ensuite demandé aux orpailleurs de s'organiser en groupement afin de bénéficier des aides de l'État. Kankan Bagali Condé pour Radio Guinée. Justement, l'orpaillage est une activité génératrice de revenus, mais la pratique a des répercussions négatives sur l'environnement, l'éducation des enfants et le secteur de la santé. C'est en tout cas ce que révèle une étude récemment réalisée à Kouroussa et à Séguiri. L'étude était pilotée par Dr Kayoro Doré, consultant sur des questions économiques. Il sera notre invité en fin de journal. Le ministère de l'Agriculture cherche à comprendre l'itinéraire des intrants agricoles subventionnés par l'État à travers le pays. Cette enquête confiée à l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires révèle que beaucoup de petits producteurs ne sont pas encore touchés par cet appui. Un résultat qui pousse le ministère de l'Agriculture à étudier plusieurs pistes pouvant faciliter l'accès aux intrants. Adi Baldé. 62% des producteurs enquêtés affirment qu'ils n'ont pas fait recours aux intrants subventionnés au compte de la campagne 2016. Les raisons sont diverses. Les uns parlent de mauvais chemin dans la distribution, d'autres parlent de manque de moyens financiers pour acheter au comptant ces intrants, et un troisième groupe parle de retard dans la mise à disposition de ces intrants. Pourtant, l'idéal est de servir d'abord les petits producteurs. Madame Jacqueline Sultan, ministre de l'Agriculture. Cette étude va nous permettre d'avoir une meilleure lecture de cela, mais surtout penser aux solutions pour faire en sorte que les intrants aillent aux plus démunis et que la subvention puisse bénéficier à ces petits producteurs et non pas aux agrotrafiquants. C'est vrai, l'engrais est faiblement utilisé et pourtant une des pistes de solution a été de mettre en place une usine d'engrais. L'engrais est accessible aujourd'hui à tous. Peut-être que le prix de cession de cet engrais au niveau de l'usine est encore un petit peu élevé, mais c'est déjà une avancée. Pour la campagne 2016, le plus grand nombre de producteurs touchés par la subvention de l'État se retrouvent dans la région de Farana avec 49%, Zérékoré 47%, Kankan 46%, 43% pour Boké, Kindia 29%, Mamou et Labé sont respectivement à 26% et 24%. Pour le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, l'État doit se retirer de ce volet intrant. Dr Isamara Conté. Parmi vos recommandations, vous devriez inciter l'État à se défaire progressivement de l'achat et de la distribution des intrants. Hormis les produits phyto qui sont utilisés dans la lutte contre les grands fléaux. Mais tous les autres intrants, il faut faire en sorte qu'on passe la main progressivement au secteur privé qui en est l'acteur le mieux habitué. En tout cas, si le chemin n'est pas revu, les producteurs auront du mal à relever les rendements à l'hectare, encore faibles en Guinée. Adi Baldé sur la Guinée, autre titre de cette édition, après l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo, on ignore toujours qui sont les auteurs. Le temps passe vite et les médias s'indignent et réclament justice. Ils ont organisé ce lundi une marche pacifique à Conakry. Le reportage de Adia Kamara. Une année après l'assassinat de Mohamed Koula Diallo au siège de l'UFDJ, la presse guinéenne est encore sous le choc. Elle l'a fait savoir ce lundi à travers cette marche pacifique soutenue par ses slogans.
Des journalistes remontés, mal en point, avec une soif de justice pour Mohamed Koula, Chérif Diallo, entre autres. Leur engagement, c'est aussi faire valoir le brouhaha des journalistes guinéens dans l'exercice de sa noble mission. Mme Fatmata Diallo, porte-parole des journalistes. Les circonstances de la mort de l'âge ont eu l'effet d'un électrochoc dont l'onde a traversé toute l'opinion publique guinéenne. Et même au-delà, les journalistes se sont mobilisés pour dire haut et fort, trop c'est trop. Et la pression ne doit pas être relâchée. Notre confrère est mort en plein exercice de son métier. Nous devons nous battre pour que cela soit plus. De la haute autorité de la communication au ministère de la Justice, plus d'une centaine de journalistes et collaborateurs ont marché pour dénoncer l'indifférence de la justice face à l'assassinat de Koula. Ibrahim Souri Traoré, l'ex-employeur de Koula. Cette marche est faite pour qu'on puisse rappeler qu'il y a un an, l'âge Mohamed Koula a été tué pendant qu'il exerçait son métier et que depuis un an, nous ne savons rien de ce qui se passe. Donc c'est pour interpeller les autorités. Il n'y a pas longtemps, le parquet a fait une conférence de presse où ils ont rappelé le bilan de 2016 sur le cas l'âge Mohamed Koula. Ceux qui étaient là étaient incapables de dire où on en est exactement. Dans la marche, on pouvait également apercevoir des artistes comme Eli Kamano, des hommes politiques comme Baouri, Baïdi Haribo, tous mobilisés pour la cause des journalistes guinéens. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. La crise du carburant, notamment l'essence, persiste par endroits à Conakry, la capitale guinéenne. Si certaines stations fonctionnent normalement, d'autres en revanche sont toujours fermées. Cette pénurie dure maintenant depuis plus d'une semaine. Al-Gassim Baldé. Sur les 9 stations situées le long de l'axe Kobaya, centre émetteur en passant par Lambani, 5 stations seulement fonctionnent normalement. Mamadou Diaby et Jordan ont fait plusieurs stations avant de trouver quelques litres à la station Shell de Nongo. Je viens de Kobaya, j'ai toutes les stations qui sont en cours de route. C'est seulement à Nongo ici, je viens d'en avoir. Dès que je suis venu, j'ai vu quelques voitures garées et je me suis dit il faut essayer ici aussi. Heureusement pour moi. J'ai eu du mal parce que c'est la 4e station là où je viens d'avoir juste le carburant. Je viens de Lambani, Carrefour unique. J'ai fait la station Shell, il n'y avait pas de carburant. La 2e station Shell, il n'y avait pas de carburant. La 3e qui était la station TMI, il n'y avait pas de carburant aussi. C'est la 4e. Heureusement, j'ai trouvé un peu ici, je crois. Donc je vais profiter ici. Certains gérants de stations affirment que la pénurie de carburant est due au retard accusé par le bateau qui était annoncé depuis la semaine dernière. Al-Gassim Baldé sur Radio Guinée. Les mutilations génitales féminines toujours pratiquées dans certaines villes de la Guinée. Malgré des combats menés sur le terrain, la Guinée occupe toujours le 2e rang après la Somalie. Des luttes des fois vouées à l'échec à cause des coutumes et mœurs qui pèsent sur la majorité de la population. Mais la tendance pourrait être inversée avec l'éveil des consciences de la nouvelle génération hostile aux mutilations génitales féminines MGF. Depuis 1965, la Guinée a engagé une lutte contre les mutilations génitales féminines. Malgré cela, la pratique de l'excision persiste encore dans le pays pour des raisons coutumières. Selon les dernières statistiques de l'enquête démographique Santé 2012, 97% des femmes guinéennes dont l'âge varie de 15 à 20 ans ont subi l'excision. Mais la donne commence à changer. La plupart des jeunes filles condamnent cette pratique. Réaction de quelques-unes. J'ai été victime de ça jusqu'à présent. Alors là, quand je vois mes règles, ça me fatigue. Et par faisant le rapport, je ne me sens pas bien. J'ai été excisée, mais l'excision n'a pas été bien passée. Jusqu'à présent, ça joue sur moi. Franchement, selon les médecins, que c'est l'excision qui joue sur moi. L'excision, c'est un fait néfaste, car ça peut empêcher à la femme d'avoir des enfants, ça peut donner le sida, parce que là, les vieilles, là, ils mélangent sur les larmes. On dit que ouais, c'est notre coutume, mais en fait, on ne doit pas trop se concentrer à l'excision. Parce que moi qui suis là, on ne m'a pas excisé. Parce que mon papa n'a pas accepté, parce qu'il se disait dans la tête qu'il pouvait m'amener trop de problèmes dans la vie, dans le futur. Sur le terrain, les slogans ne manquent pas, comme vacances sans excision, tolérance zéro contre les MGF. Malgré ces slogans, certaines femmes sont encore pour l'excision. Jenab Bayi donne ses raisons. J'ai passé par là-bas. Tous les grossesses, j'ai fait comme il faut, j'ai accouché normalement. Si elle me sauvait de toi comme ça, tu as grandi, même quartier que ta famille. Je trouve que la famille la connaît déjà, toi tu n'as pas été excisé. Donc même s'il va te marier, elles vont parler ça dans la famille. Celle-là n'est même pas excisée, la fille là. Ils vont parler de la couronne. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Donc ça va te faire mal. Il vaut mieux les exiger.
En réalité, beaucoup d'efforts restent à fournir puisque la Guinée garde le deuxième rang après la Somalie de la pratique de l'excision. Kadiatou Souleymane Keita, Espace Santé, nous parlons aujourd'hui justement de MGF, mutilation génitale féminine. Ce 6 février est la journée internationale dédiée à cette pratique. Selon l'OMS, plus de 50 millions de filles et femmes sont victimes de mutilation génitale féminine dans le monde. Aminata Ba. Les mutilations génitales féminines recouvrent l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Elles sont reconnues au niveau international comme étant une violation des droits fondamentaux des femmes et des filles. Ces pratiques violent également leur droit à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique, le droit d'être à l'abri de la torture et de traitements cruels, ainsi que le droit à la vie lorsque ces pratiques ont des conséquences mortelles. Pour encourager l'abandon des mutilations génitales féminines, il faut mettre en œuvre des initiatives coordonnées et systématiques, mais aussi impliquer l'ensemble des communautés sur la question des droits fondamentaux et celle de l'égalité de sexe, indiquent les acteurs impliqués dans ce sens. Ces initiatives doivent mettre l'accent sur le dialogue social et permettre aux communautés d'agir elles-mêmes en vue d'éliminer cette pratique. Elles doivent aussi pouvoir répondre aux besoins des femmes et des filles qui subissent les conséquences de cette pratique, en particulier en matière de santé sexuelle et reproductive. D'ailleurs, les acteurs impliqués dans l'abandon des mutilations génitales féminines se fixent pour objectif de transformer le monde au cours des 15 prochaines années, d'où le thème 2017 « Bâtir un pont solide et interactif entre l'Afrique et le monde afin d'accélérer l'abandon des mutilations génitales féminines. » Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Actualité africaine et internationale, la réunion extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel a pris fin ce lundi à Bamako au Mali. Les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ont discuté de la situation sécuritaire au Mali et ses répercussions dans la sous-région sahélienne. Les 5 chefs d'État ont aussi décidé de la création d'une force sous-régionale pour lutter contre l'insécurité dans le Sahel. Seulement, aucune précision n'est donnée sur l'effectif et la date du déploiement de cette force. Le chef d'État malien a déclaré qu'il n'attend que le mandat de l'ONU pour l'opérationnalisation de cette force. Ibrahim Boubacar Keïta a aussi appelé à corriger les insuffisances de la MONUSMA, la force onusienne déployée au Mali. Le procès de l'ancien président ivoirien a repris ce lundi à la Cour pénale internationale. La reprise du procès de Laurent Gbagbo intervient après 2 mois de pause. À l'ouverture du procès, il avait plaidé non coupable en janvier 2016. Gbagbo est accusé notamment de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, pour son rôle dans la crise post-électorale. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. Au Rwanda, les policiers ne sont pas les bienvenus puisque le gouvernement a licencié 200 policiers. L'information a été donnée par le porte-parole de la police même. Ces 200 policiers sont impliqués dans une affaire de corruption. Le porte-parole de la police a déclaré qu'il n'aura aucune pitié envers les agents corrompus. Ce licenciement de policiers a été approuvé lors d'une réunion de cabinet présidée par le président Paul Kagame. Le Rwanda a été salué par les pays donateurs pour les mesures prises contre les fonctionnaires corrompus. Selon le dernier sondage de Transparency International, le Rwanda est le 3e pays moins corrompu d'Afrique subsaharienne. Le candidat de la droite à la présidentielle française a présenté ses excuses ce lundi aux Français. Nous l'avons dit dans les titres, François Fillon, éclaboussé par des soupçons d'emploi fictif de sa famille, reconnaît avoir commis une erreur en embauchant sa femme et ses enfants comme collaborateurs parlementaires. Il a toutefois répété que le salaire de sa femme était parfaitement justifié. Le candidat de droite s'est également dit victime de l'échange médiatique. Il maintient néanmoins sa candidature à la présidentielle de 2017. Dans le reste de l'actualité internationale en Afghanistan, près de 11 500 civils ont été tués ou blessés en 2016. Il s'agit de l'année la plus meurtrière pour les populations depuis le début du recensement des victimes civiles par l'ONU en 2009. Plus de 3500 enfants figurent parmi les victimes. Un bilan en augmentation dû notamment au combat
entre forces gouvernementales et insurgés. Sport avant notre invité qui attend, le Cameroun sacré champion d'Afrique des Nations de football 2017. Il remporte son 5e titre face au pharaon d'Égypte, 2-1, c'était hier. Les Lions indomptables ont été reçus au Cameroun avec tous les honneurs par des supporters. Le Cameroun va conserver ce titre jusqu'à l'organisation de la CAN en 2019 qui se passera d'ailleurs au Cameroun même. Mamadou Yaya Diallo. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée sur fond de suspense et de surprise. La phase de poule, à l'issue de laquelle 52 buts ont été marqués, a été caractérisée notamment par l'élimination du Gabon, pays organisateur, et de l'Algérie. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Tunisie et la République démocratique du Congo n'ont pu honorer leur statut de favori. À l'inverse, les équipes considérées comme outsiders sont montées en puissance au fil des matchs et se sont hissées au dernier carré de la compétition. Il s'agit de Burkina Faso, du Cameroun et de l'Égypte. Après avoir perdu la demi-finale face à l'Égypte, les étalons du Burkina Faso ont privé du Ghana leur 4e petite finale qui s'est soldée par 1-0 en faveur des Burkinabés. Le Cameroun, avec une sélection décimée par l'absence de 8 cadres de l'équipe, les Lions indomptables ont balayé le Ghana en demi avant de retrouver en finale l'Égypte et notre routier du football africain. C'est à l'issue d'un match épique et plein de caractère et de détermination que le Cameroun a renversé l'Égypte. Pourtant, tous les voyants étaient au vert pour celle-ci, car à la 22e, Mohamed El Neni a été à la conclusion d'un bon mouvement collectif, 1-0 pour l'Égypte à la pause. À la reprise, Nicolas Nkoulou égalise à la 59e avant que Vincent Aboubakar entrait en jeu Noukou El Adari sur sa ligne à la suite d'un enchaînement parfait. Poitrine, aile de prison et reprise de volée pour porter le score à 2-1. Le Cameroun monte pour la 5e fois sur le toit de l'Afrique et balaye les souvenirs de ces deux cannes perdues face à l'Égypte en 86 et 2008. Le meilleur buteur de la compétition est revenu à la République démocratique du Congo et l'autre s'appelle Junior Kabananga avec 3 réalisations. L'une des particularités de cette édition est l'augmentation des primes à 16 milliards 400 millions de dollars. Le Cameroun, vainqueur de cette édition, aura 4 millions de dollars contre 1 500 000 il y a 2 ans. Et la deuxième équipe qui est l'Égypte va recevoir 2 millions au lieu d'1 million il y a 2 ans. C'est donc dans la peau du champion d'Afrique que le Cameroun organisera sa CAN en 2019. Mamadou Yawa Diallo, sans transition, pour la rubrique invitée du journal. Nous recevons aujourd'hui un de nos consultants sur des questions économiques. Avec Dr Kaoro Doro, nous parlons des résultats de l'étude qu'il a récemment menée sur les impacts sociaux de l'orpaillage dans les préfectures de Sigiri et Kouroussa en Haute-Guinée. Il est au téléphone avec Amara Kamara. Docteur Kayoko Doro, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kamara. L'actualité en Guinée, c'est la journée nationale des orpailleurs qui se tient à Kankan et il y a quelques années, vous aviez fait une étude sur ce secteur. Quelles étaient les grandes lignes de cette étude? Je dois dire que, pour être précis, j'avais dirigé un projet financé par le PNUD pour le gouvernement guinéen. Et nous avions fait beaucoup d'infrastructures comme des écoles primaires, des collèges, des lycées, des postes de santé et des centres de santé. Et ceux qui ont géré le projet après moi, avec les autorités, se sont rendus compte que et les élèves, et les enseignants, et les agents de santé désertaient les infrastructures pour aller travailler dans les mines. Cela a donc été préoccupant et on a demandé de faire une étude pour chercher à comprendre les raisons pour lesquelles il y avait donc de ce départ massif d'enseignants, d'élèves et d'infirmiers des infrastructures vers les mines. Est-ce que vos études ont effectivement révélé ce départ massif? Oui, durant une période, cela a été le cas, mais l'inspection régionale de l'éducation à Kankan, les directions préfectorales de la santé, déjà, ils ont reconnu qu'à un moment donné, il y a eu ce départ, mais que des mesures étaient en train d'être prises pour que les gens reviennent, que les élèves et enseignants soient plus permanents dans les classes. Alors, c'est juste le volet social que vous avez examiné? L'éducation et la santé à la fois. Et l'environnement, il y a eu quelque chose dessus? Bien sûr, on ne peut pas les faire une étude sans regarder cet aspect dans la mesure où, juste en traversant les régions, notamment le Bourré, on est frappé par la désolation qui vient donc de la destruction de l'environnement par les orpailleurs. Quelles étaient les zones ciblées pour cette étude? Les zones ciblées étaient les préfectures
préfectures de Sigiri et de Kouroussa, notamment dans les régions comme dans les sous-préfectures comme Tignan, dans Sigiri, et puis d'autres sous-préfectures de Kouroussa, comme Finiro par exemple dans Kouroussa. Alors après de telles études, je crois que vous faites toujours des recommandations. Est-ce que ça a été le cas? Tout à fait, des recommandations. D'abord, j'ai identifié les principales causes de l'orpaillage. Pourquoi? Les départs massifs des bras valides vers l'orpaillage. Et je me suis rendu compte qu'il y a d'abord la faible productivité de l'agriculture qui fait que les revenus des paysans sont faibles. Donc, ils se disent que dans l'orpaillage, il faut y aller parce que c'est là où les revenus sont un peu plus consistants. Il y a aussi le chômage persistant et massif des jeunes qui sortent de l'université, des jeunes qui sortent des écoles professionnelles qui n'ont rien à faire, se disent qu'il faut mieux aller tenter sa chance dans les mines où on peut du jour au lendemain avoir de l'argent. Et puis qu'à l'époque, il y avait eu aussi des machines détectrices de l'or. Donc cela a fait illusion à un moment donné. Il y a même qui ont vendu leur domicile des terrains pour acheter des machines et y aller avec. Il y avait donc ces différentes raisons qui ont fait que les gens y allaient. Maintenant, après le constat, après des entretiens avec les responsables au niveau de la région, au niveau des préfectures, au niveau des communes rurales, on a fait les recommandations, notamment qu'est-ce qu'il fallait faire pour maintenir les gens dans ces zones-là. Le gouvernement a élaboré le programme emploi jeune qui avait initié des projets vivre contre apprentissage ou bien des projets comme le volontariat jeunesse et un certain nombre d'activités qu'on a financées qui ont eu des résultats probants. Le ministère de la Jeunesse aujourd'hui a continué ces projets et les a même mis à l'échelle. Nous, on les avait comme des projets pilotes et aujourd'hui sont développés à l'échelle. Mais je crois qu'on n'a pas pu encore, comme je l'avais recommandé, les mettre en place dans ces zones-là. Pour cela, il faut aussi du financement. Est-ce que ces financements continuent? Oui, mais voilà, si le PNUD a continué ses financements. Il y a aussi le programme MUFA qui s'intègre dans le projet présidentiel pour créer avec les femmes et les jeunes des entreprises de jeunes et de femmes. On pourrait donc orienter ces crédits dans les zones d'exploitation minière et aider les gens à conseiller les gens de prendre des activités agricoles, des activités artisanales et bien d'autres types d'activités. Merci bien, Dr Kayoko Doré. Merci beaucoup. Merci bien, messieurs. C'est pratiquement la fin de cette édition. Mais avant de se quitter, je reviens sur ce décret du président de la République, décret PRG-SGG portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le président de la République décrète. Article 1er, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le jeudi 9 février 2017 à l'initiative du président de la République autour de l'ordre du jour suivant. Projet de loi portant amendement des dispositions de la loi organique numéro L/2010/001/CMT du 24 mai 2010 portant code électoral. Projet de loi portant code des collectivités locales en République de Guinée. Projet de loi organique relatif au Haut Conseil des collectivités locales. Projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Projet de loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Projet de loi portant autorisation de ratification des résolutions 612 et 613 du Conseil d'administration de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BERD relative à la souscription de la République de Guinée à l'augmentation du capital de la BERD. Article 2. La présente session extraordinaire sera close dès épuisement de l'ordre du jour et par décret. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de la date d'ouverture de la session extraordinaire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 6 février 2017. Professeur Alpha Condé. C'est pratiquement la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Fatmata Binta Diallo pour la mise en onde. Réalisation Elaz Mamadouba Souma Tessima, assisté de Hadia Kamara. Coordination rédactionnelle Amara Kamara. Présentation Mohamed Touré et Makene Bamba. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter ce journal sur le site www.lecourrierdeconakry.com. Merci, à demain.
Radio Guinée, 88.5 FM, la grande maison. Parce que la Terre tourne et les projets de la RTG qui farfouillent l'univers, les news au bout du regard, l'antenne de Radio Guinée reste en éveil 24 heures sur 24. Quel est le poids de vos attentes? Radio Guinée. Pour comprendre le monde. Sentez-la, sentez Diana Morolate, sentez-la.